Avant de commencer, je tenais simplement à vous remercier pour l'invitation. Je tiens également à excuser le président du Club de la sécurité numérique des collectivités pour son absence pour raison de santé. Donc, Club de la sécurité des systèmes d'information, Club de la sécurité numérique des collectivités territoriales, qui compte aujourd'hui 170 membres, qui existe historiquement depuis 2019 et officiellement inscrit au registre des associations depuis 2022 et qui a vraiment pour objectif, on a beaucoup entendu le mot de collectif tout au long de la journée, de fédérer l'ensemble des RSSI des collectivités territoriales autour des enjeux de sécurité de leur administration. Sans plus attendre, juste quelques chiffres pour planter le décor et bien comprendre où nous en sommes aujourd'hui. Vous verrez, les principales sources émanent de l'ANSSI, que je tiens d'ailleurs à remercier pour l'ensemble du travail qu'ils font sur le sujet. On a aujourd'hui les collectivités territoriales qui représentent la deuxième cible après les TPE, PME et ETI par rapport à la menace ransomware. Suivent derrière immédiatement les établissements publics de santé, avec pour les collectivités territoriales une légère augmentation par rapport aux chiffres de l'année précédente, puisqu'on est sur une hausse globale de 4%, mais on reste néanmoins dans la moyenne des différentes années, avec un chiffre qui avoisine entre 23 et 24% des incidents de sécurité recensés par l'ANSSI et qui concernent les collectivités territoriales. Quand je disais que les collectivités territoriales sont visées, on pourrait presque ajouter massivement. Sur la période janvier 2022-juin 2023, l'ANSSI a comptabilisé 187 incidents concernant ces collectivités, avec, sur la partie conseil départemental, 42 incidents, sur les 101 conseils départementaux que comprend la France et les DOM-TOM, on se rend compte de la proportion de ce ratio. Idem sur la partie région, on est sur 12 incidents sur les 18 régions que comporte la France. On a également, et sans les négliger, puisque ça correspond quand même à la grosse masse des incidents, toutes les communes et EPCI derrière, qui ont des moyens très différents en fonction de leur taille, bien entendu. Quelques chiffres qui émanent là, par contre, directement de notre club et qui permettent de se rendre compte un petit peu de la saisonnalité des attaques, mais également qu'on est sur une tendance relativement constante année après année. Typiquement, on observe une recrudescence des attaques à la fin de l'hiver et sur la période du début de l'automne. Ce qui nous permet, nous également en interne, de réajuster nos messages et nos actions de sensibilisation. Différentes typologies d'attaques auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui en tant que collectivité. Sans surprise, l'hameçonnage figure en tête sous toutes ses formes, que ce soit email, que ce soit vocal, aujourd'hui par Teams. On a ensuite, et souvent la conséquence directe d'ailleurs d'une campagne d'hameçonnage, une compromission de compte, largement favorisée avec l'ouverture des systèmes sur Internet, l'utilisation de services SaaS. Et puis, pour finir, et j'ai presque envie de dire malheureusement, quand ça se passe le plus mal, un rançon logiciel qui est déployé sur les systèmes d'information. Quand on cherche un petit peu à savoir, en définitive, pourquoi on en est arrivé à, et surtout comment, je crois qu'il faut s'intéresser aux différentes causes. Il y a ce qu'on appelle les causes intrinsèques, propres globalement aux collectivités, qui concernent aujourd'hui, alors ce n'est pas une liste exhaustive et ce n'est pas classé par ordre de priorité. On a globalement une méconnaissance du risque cyber. On a, comme dans tous les secteurs, j'ai envie de dire, un manque de compétences sur ce domaine d'expertise. On a également une certaine hétérogénéité des systèmes d'information, notamment avec des systèmes qui sont hébergés aujourd'hui soit dans le cloud, soit chez des fournisseurs.
On a un écosystème de partenaires qui est de plus en plus important, puisqu'on délègue de plus en plus de missions à des tiers, tout en gardant une certaine connectivité à nos systèmes d'information. Et puis enfin, ça regroupe peut-être le deuxième point, qui est le manque de compétences cyber. On a derrière un problème de moyens, pas seulement financiers, mais qui peut également être au niveau RH. Sur les causes plutôt extérieures, aujourd'hui, parce que personne ne me démentira, même si la majorité des attaques, il faut être franc concernant les collectivités, sont à l'heure d'aujourd'hui, la plupart menées de manière opportuniste, on a une certaine professionnalisation de la menace qui crée un déséquilibre entre les moyens d'un côté et ce qui est en capacité de faire les collectivités. On a un certain nombre de réglementations politiques, et de politiques qui, on le verra avec l'arrivée de NIS 2, peut avoir un impact, je l'espère, plutôt positif sur les moyens qui seront donnés aux collectivités pour se prémunir d'un certain nombre de menaces. On a la multiplication des services en ligne et de manière générale la transformation des systèmes pour offrir de plus en plus de services numériques. Et puis il y a aussi, il ne faut pas se le cacher, dans le monde, dans le secteur des collectivités, un certain nombre de marchés de niche vis-à-vis des éditeurs qui fait qu'en définitive, on a très peu de moyens lorsqu'on cherche à forcer la correction de certaines vulnérabilités. Entre les deux, on se retrouve avec des questions qui concernent l'applicabilité des règlements. On a la question de l'attractivité des talents, mais également la rétention, la conservation, tout simplement. Et aussi la question des clauses cyber à mettre aujourd'hui, que ce soit dans nos conventions ou alors dans nos contrats avec nos fournisseurs. Comment inverser cette balance? Côté collectivité, on peut chercher à diminuer les impacts potentiels. Ça se traduit concrètement par une préparation. Qu'est-ce qu'on fait si, malgré tout, on est à subir une attaque? Quel est le plan B pour assurer la continuité du service public? Aujourd'hui, trop peu de collectivités ont un plan de continuité d'activité orienté métier. On peut également chercher à réduire la probabilité de réussite, c'est-à-dire bloquer l'attaque au plus tôt. Ça passe par de la prévention, de la mise en place de technologies qui permettent de détecter un certain nombre de programmes malveillants qui vont bien au-delà du traditionnel antivirus. Maintenant, si on s'intéresse plutôt aux côtés des attaquants, on pourrait envisager d'augmenter globalement le niveau de risque pour les attaquants et chercher à réduire cette fameuse rentabilité des attaques qui font qu'aujourd'hui, la cybercriminalité est un vrai business également. Je ne rentrerai pas forcément dans les détails de ces deux derniers points, parce que ça nécessite peut-être une analyse un peu plus approfondie, mais je pense que vous comprenez bien les enjeux associés. Pour finir, et pour se projeter un petit peu dans le futur, je finirai sur une note plutôt positive, parce qu'aujourd'hui, on a une vraie prise de conscience liée au risque cyber, que ce soit de la part des dirigeants des collectivités ou au niveau des élus. On a un vrai accompagnement, et j'évoquais en préambule le travail qui est fait de l'ANSSI, mais pas seulement. Il y a aujourd'hui tout un travail de sensibilisation qui est mené par ACIMA, qui est vraiment à très forte valeur ajoutée. On a la mise en place des CISERT, la mise en place d'un certain nombre de mesures techniques de la part de l'ANSSI. Je pense notamment à des capacités d'audit d'un composant critique d'infrastructure qu'on appelle l'Active Directory. On a la même chose côté exposition Internet. On a des services qui ont été mis en ligne pour faciliter justement l'homologation d'un certain nombre de téléservices. Et sans omettre, bien entendu, la partie financière, notamment au travers du plan France Relance et de son volet cyber. On a, je ne fais que me répéter, mais par rapport à ce qui a été évoqué tout à l'heure, voilà, une collaboration qui est vraiment affirmée aujourd'hui entre les différents acteurs de la cyber, que ce soit au sein du club, mais plus globalement, ça dépasse le cadre départemental ou régional.
Maintenant, ce qu'on attend concrètement dans le futur, c'est de voir l'applicabilité de cette directive NIS 2 pour nos organisations respectives. Cette mutualisation des moyens qu'on appelle de nos voeux, et notamment pour les plus petites organisations, on espère que dans les prochaines années, ce seront des choses qui seront généralisées, tout en continuant à maintenir cet état d'esprit de forte collaboration et de collaboration, tout simplement.